Merci. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, j'aimerais remercier les organisateurs de nous avoir associés à cet événement. Je vous transmets les salutations de Monsieur le Président de la région qui devait être avec nous aujourd'hui et qui n'a pas pu venir pour un empêchement de la dernière minute. Écoutez, Souss Massa était toujours une région économique où il y avait de l'industrie. Mais c'était de l'industrie basée sur l'existant. Nous sommes une région où la pêche est développée, où l'agriculture est développée. Donc, il y avait automatiquement une industrie agroalimentaire, une industrie de transformation de produits de la mer qui était très développée. Aujourd'hui, le plan d'accélération industrielle, et nous sommes la première région qui a été honorée par la signature de cette déclinaison au niveau régional devant Sa Majesté que de l'assiste, nous avons trouvé en cette occasion une opportunité pour développer l'industrie davantage dans notre région. On s'est posé la question suivante. Aujourd'hui, il y a une offre régionale sur tout le royaume. Il y a un plan d'accélération industrielle qui est un plan ambitieux, stratégique pour l'ensemble du pays. Mais que pouvons-nous offrir en plus pour amener cet investisseur à venir chez nous? Cet investisseur, pourquoi il va choisir Souss Massa au lieu de choisir Casablanca, au Tanger, au Stade, au Rabat, au Lyoun? Et de là, nous avons développé une offre régionale en matière du foncier, en matière de contribution à l'investissement, participation à l'investissement. C'est une subvention de la région dans l'investissement calculé sur la base du mètre carré occupé au sol. Et nous avons également développé des outils d'accompagnement qui vont accompagner cette dynamique. Je ne sais pas, est-ce que je rentre dans le détail? Essayez de rentrer, de nous donner un petit peu un exemple de une petite monographie un petit peu par rapport, mais très succincte, de votre région et quelles sont les potentialités qu'elle peut offrir. Aujourd'hui, nous avons environ 500 entreprises industrielles dans notre région. Et le premier secteur, c'est le secteur de l'agroalimentaire. Aujourd'hui, nous avons 8 zones industrielles. Mais nous avons développé d'autres zones industrielles nouvelles, notamment la zone franche qui sera développée par Medzed. Mais également, nous avons mis en place un nouveau business model pour les zones industrielles qui va faciliter l'acte d'investir. Aujourd'hui, si vous êtes un industriel et vous voulez vous installer chez nous, vous allez louer votre terrain avec une option d'achat. Un prix de loyer symbolique, le temps de valoriser votre projet. Une fois vous valorisez, vous pouvez passer à l'achat du terrain, à l'acquisition du terrain, et nous considérons que tout le loyer que vous avez payé est une avance. Mais également, nous allons mettre notre subvention, qui est de 250 dirhams par mètre carré, plafonnée à 1 hectare. Si vous voulez rester dans l'option de la location, vous avez ce choix également. Mais nous préparons d'autres offres. Il y a la location du terrain nu, il y a la location de locaux déjà faits, mais il y a également l'acquisition pure et simple et directe. Donc nous allons essayer de diversifier. Nous avons diversifié notre offre. Dans chaque province, dans chaque préfecture, il y a une zone industrielle et qui est à la disposition de nos investisseurs. Mais également, puisque vous parlez d'innovation, développer une industrie nécessite d'autres outils. Donc nous avons mis en place aujourd'hui, ça a été signé devant notre auguste souverain, un technoparc pour les start-up et les petites et moyennes entreprises, mais également une cité de l'innovation. Nous allons mettre à la disposition des industriels un outil pour l'innovation où sera associée la recherche académique avec les besoins de l'entreprise et mettre à la disposition des entreprises un centre où ils peuvent faire des recherches, développer l'innovation en partenariat avec l'université Bnozor. Il y a également aujourd'hui au niveau d'Agadir un fonds privé, le Fonds de développement industriel de Souss, le F10, qui est une initiative privée. Ce sont 2 investisseurs locaux de la région qui ont mis en place un fonds d'investissement qui va accompagner cette dynamique sous forme de prise de participation. Tout cela, c'est pour rendre l'environnement de l'investissement industriel favorable aux investisseurs. C'était un avant-goût. Venez chez nous et nous faisons le reste. Je vous attends à Agadir. Beau slogan, magnifique. L'avant-goût étant donné, je m'en vais, c'est chez Hakim Abdoumoun, président de l'AMICA,
Comment vous réagissez par rapport à cette offre, par rapport à ce processus de la ville et de la région? Comment votre secteur réagit à cela? Bon, d'abord, bonjour à tous. Et je commence par remercier les organisateurs de cet événement. Industrie du Maroc, c'est une fierté pour nous de disposer d'un magazine que nous considérons être notre porte-parole à nous industriels. Merci. Alors, voilà, donc d'une part, je souhaiterais revenir d'abord sur le projet de l'industrie. Aujourd'hui, tout le monde admet que c'est la locomotive du développement économique du pays en général. Et je voudrais commencer par le début. Aujourd'hui, l'industrie ne peut pas se faire de façon hasardeuse. Nous sommes sur un marché ouvert. Nous le constatons dans le secteur automobile. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Et au niveau de la performance économique, elle est très mesurée, très calculée. Le modèle aujourd'hui qui marche, ou qui a fait ses preuves, si je peux dire, le modèle de l'écosystème. Moi, je peux revenir une quinzaine d'années en arrière où je croisais des confrères au niveau de l'industrie et je les croisais. Ils prenaient l'avion pour aller chercher un composant en Asie, un autre équipement en Europe et ainsi de suite. C'est un modèle qui ne peut plus marcher aujourd'hui. Pourquoi? À quel titre? Aujourd'hui, nous sommes en compétition au niveau de l'industrie avec le monde entier. Et comme vous le voyez, le Maroc est un marché ouvert, tous les produits peuvent arriver. Et aussi, quand nous allons à l'export, nous avons une compétition féroce en face de nous. Donc, il y a un modèle qui a été mis en place, qui est le modèle des écosystèmes que nous avons construit au niveau de l'automobile. C'est très simple. Nous sommes partis de quoi? Nous sommes partis du marché. Identifier quelle est l'opportunité. Un industriel, pour aller faire de l'industrie ou investir, doit d'abord saisir et bien identifier une opportunité d'investissement. Et donc, on a commencé par les constructeurs automobiles, bien sûr, de la région, pas qu'au Maroc, mais région. Et nous avons décomposé cette voiture en sous-ensembles. Et c'est là où a émergé l'écosystème de l'intérieur véhicule, l'écosystème câblage. Donc, pour avoir un groupement avec des synergies, localisées quelque part, et avec tout le tissu de sous-traitants. Comment je peux vous donner l'image? Un constructeur automobile aujourd'hui est en train de devenir de plus en plus un assembleur, et qui ne va pas assembler des pièces, qui va assembler des modules. Il y a des spécialistes qui vont ramener un tableau de bord complet, le constructeur va l'injecter, qui vont ramener des sièges, une portière avec tout l'électronique, le métal, le textile, tout intégré. Et le fabricant de cette porte également est un écosystème à part entière. Et ce fabricant a besoin d'avoir un écosystème autour de lui, vraiment autour de lui, et ne pas aller approvisionner des composants un peu partout, sinon il ne va pas y arriver. Aujourd'hui, le modèle économique de l'automobile est d'être localisé plus loin, ne pas être à plus loin de 2 heures d'un port connecté à l'international. Donc ça, c'est une chose. À partir de ce moment-là, vous avez connu le modèle de l'automobile. Une des clés de réussite, c'est qu'il a été identifié dès le départ avec des zones industrielles prévues, groupées, qu'on appelle les zones industrielles intégrées, les parcs intégrés. C'est Tanger, le premier, la zone franche de Tanger que vous connaissez qui est déjà pleine. Ensuite, il y avait Tanger Automotive City, tous regroupés autour du constructeur automobile. Donc, qu'est-ce qui se passe en réalité? Les premiers investisseurs qui s'étaient implantés, j'en ai connu, des multinationales qui me disaient, écoutez, on est venu au Maroc, on a gagné en main-d'œuvre, mais malheureusement, on ne gagne pas encore de l'argent dans nos usines, au contraire, parce qu'on doit approvisionner les composants d'un peu partout. Après avoir localisé toute la sous-traitance autour d'eux, au sein de la zone franche, je vais aller plus loin. Vous savez que les équipementiers, par exemple dans la zone franche de Tanger, me demandent, on veut avoir tel sous-traitant, pas à l'extérieur de Tanger, mais à l'intérieur de la zone. On ne veut pas aller chercher très loin, y compris jusqu'aux fabricants d'emballage carton. Je vous donne quelques détails, ça va très très loin.
c'est-à-dire ils ne veulent pas perdre la compétitivité en allant chercher. Donc tout l'écosystème est localisé à un endroit. Je vais aller peut-être vous donner un autre modèle, et c'est le modèle de l'automobile qui a réussi. C'est le modèle qu'on trouve un peu partout dans le monde. Vous allez dans des pays dans le monde et vous allez trouver une région spécialisée dans tel pôle économique, une région spécialisée dans les matériaux de construction et d'autres, pour ne pas bifurquer. La question nous a été posée. Donc il y a une deuxième zone qui a été développée au Maroc que vous connaissez, Kenitra, qui est aujourd'hui en train de se développer autour d'un pôle. Et nous sommes sollicités souvent par les régions du Maroc, mais très souvent. Il y a une envie très forte des régions de développer également l'industrie chez eux. Et nous nous sommes réunis au niveau du conseil du secteur de l'automobile de l'AMICA. On a présenté le sujet à tous les membres du conseil et je leur ai posé la question. Je leur ai dit, nous sommes, avant tout, on doit avoir une démarche citoyenne et nous devons penser maintenant à déployer le secteur automobile pour faire profiter toutes les régions. Je vais vous faire une confidence personnelle. Lorsque un investissement automobile d'envergure est annoncé, il m'arrive de m'amuser dans les réseaux sociaux, de voir les commentaires. Premier commentaire, félicitations. Dès que je vais un peu plus loin, ce sont des commentaires qui me surprennent. Il n'y en a que pour Tanger, il n'y en a toujours que pour les mêmes. C'est Tanger, c'est Kenitra, c'est Casablanca. Est-ce que vous ne savez pas que nous, si on existe, est-ce que vous ne pouvez pas penser à nous, faire venir, on veut voir aussi ces usines pousser chez nous? Et ça m'a interpellé. Je vous assure, je me prenais le temps de lire ces commentaires. Et ça se traduit par les présidents de région aujourd'hui qui sont très offensifs. Mais les gens de l'automobile m'ont dit, on ne peut pas faire l'automobile dans tout le Maroc. Il faut être réaliste. Et un investisseur, on ne peut pas aller le prendre, lui dire, viens t'implanter à telle région. Il s'implante avec un certain nombre de données économiques, des connexions routières, aéroportuaires, des sous-traitants à côté, la distance par rapport à son client, etc. Donc c'est un modèle. Par contre, ce que j'ai suggéré et mes discussions avec les régions, aujourd'hui, le moyen de se développer, c'est que chaque région, comme j'ai entendu la région du Souss, identifie son potentiel et les secteurs, les pôles économiques où elle peut réellement être performante. J'entends Agadir, j'ai beaucoup apprécié le Souss, ils disent on a déjà l'industrie liée à la pêche. Donc c'est déjà un pôle qu'on peut identifier. Et on peut peut-être construire à partir de ce pôle. Et ça deviendrait identifié à l'avenir, c'est la région qui, par excellence, deviendra la région pour l'agro-industrie orientée maritime, etc. On peut avoir des régions qui vont être dans les chantiers navals, par exemple. Et donc, pour moi, c'est un projet où les régions doivent s'impliquer elles-mêmes, s'approprier elles-mêmes les projets. Effectivement, le dispositif des écosystèmes, il est là, déployé sur tout le territoire, avec des outils qui sont là. Après, maintenant, c'est que les régions le prennent, se l'approprient, s'impliquent et adhèrent au projet. Et je vous assure que certaines régions avec lesquelles nous sommes en discussion en ce moment, vous imaginez, nous pensons à une troisième ou plutôt une quatrième région pour l'industrie automobile, un quatrième pôle. Certainement, il y aura d'autres constructeurs, comme vous savez, qui vont venir. Il faudra leur proposer un nouveau pôle. Donc, il y a une opportunité pour une troisième, une quatrième région. Et donc, pour moi, et je reviens d'ailleurs à la remarque ou la déclaration de Sa Majesté, qui est de faire venir le développement industriel, économique dans les régions, parce que c'est une attente claire du citoyen. Et l'industrie en profitera également, parce que ces régions sont des bassins d'emploi extraordinaires. Elles disposent de ressources qui sont déjà à identifier, à développer. Et donc, pour moi, un des principaux axes de développement à l'avenir, c'est cette implication des régions et également le travail en synergie entre les fédérations industrielles. On ne peut plus dire à l'avenir l'industrie de l'automobile à part, de l'aéronautique à part. Nous avons un certain nombre de sujets communs. L'automobile, il y a du textile, de la métallurgie, de la plasturgie
et inversement. Et donc nous avons besoin également de travailler en synergie et ce partenariat avec les régions. Les aménageurs sont très importants. Bon, MedZ, ici présents, ont été vraiment des contributeurs très forts pour le développement du projet sur Kenitra pour accompagner le projet PSA. À titre d'exemple, nous avons construit des teams, on appelle le team Maroc pour l'automobile, autour du ministère de l'Industrie, nous-mêmes, l'AMDIE et les aménageurs, que ce soit MedZ, Tanger Free Zone, TMSA. Et donc, c'est une équipe qui travaille aujourd'hui en synergie. Merci. Merci, C'est Hakim, de cette intervention, toujours dans la pertinence de cette synergie entre fédération et région pour pouvoir véritablement faire de ce plan d'action industrielle, dans le fait et dans le geste, un résultat efficient et efficace. Bien sûr, nous restons toujours en live et j'appelle Amin Laridi, expert international en stratégie de développement économique, transport, logistique et infrastructure, et non moins vice-président de la SMEX, de reprendre le bâton du pèlerin. Je quitte et je vous rejoins tout à l'heure après. Merci, c'est Amin, marhaba bik. Et donc, bon courage. On applaudit, c'est Amin. Merci. Merci pour cette excellente introduction, Sidi Mohamed. Mesdames et messieurs, je ne pouvais en fait envisager une meilleure introduction que de rentrer et d'écouter mon cher Sidi Hakim en train de parler. C'est toujours un plaisir, Sidi Hakim. Et vous savez, la grande admiration que j'ai pour vous et pour tous nos capitaines d'industrie. Alors, en prime abord, je me dois en fait de m'excuser auprès du public et auprès du panel pour le retard. Inutile de vous dire en fait les raisons, mais vous pouvez les deviner. Elles sont liées à une logistique à partir de Rabat. On ne va pas en fait nommer négativement aucune de nos sociétés nationales. On en a besoin. Alors, de prime abord, s'il y a quelqu'un à applaudir, ce n'est pas moi, c'est surtout en fait nos capitaines d'industrie et nos brands nationales. On a besoin toujours de les applaudir et je commencerai par le faire. Alors, mesdames et messieurs, c'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui pour parler d'un thème qui me tient à cœur, un thème des plus fondamentaux qui se doit de nous tenir à tous à cœur, nos forces vives de la nation, à savoir justement la régionalisation avancée. Un chantier très cher à notre roi, un chantier qui a été lancé en 2010 autour de 4 axes stratégiques. 4 chez tous les mystiques représentent le chiffre de la stabilité et du développement. 4 éléments majeurs que je tiens à rappeler. En prime abord, la loyauté et la fidélité aux fondamentaux et aux sacralités de la nation marocaine. Deuxièmement, une harmonie à l'intérieur de chaque région et interrégion. Troisièmement, une solidarité entre les 12 régions de notre cher pays, en partant en fait de Dakhla, Oued Dahab jusqu'à Tanger, Tétouan et jusqu'aux régions de l'Est, parce que toutes les régions nous sont chères en tant que Marocains. Et le quatrième élément, un principe qui a commencé comme étant la décentralisation et qui finit par devenir pas uniquement une décentralisation, mais une déconcentration. On verra peut-être en fait avec nos chers panélistes ce que cela veut dire. Alors, j'ai appris que le cher Sinazé, que j'apprécie grandement en fait, a ouvert le bal. Je connais Sinazé depuis un bon petit bout de temps et j'apprécie toujours en fait les grands efforts qu'il a toujours déployés pour la région de Sousse. Nous avons un panel qui est riche parce que d'une part, je pense que c'est une première. Il y a en fait les élites politiques ou les élites en fait territoriales qui sont en train de dialoguer avec les élites économiques. Mais ce n'est pas cela. Nous avons aussi des experts internationaux et nous avons aussi un regard de diplomates étrangers. Ici, je tiens à souligner ou à faire un clin d'œil à ma chère amie, Madame Brenda Van Horn, qui vient de terminer ou qui terminera bientôt son mandat en tant que consul économique des États-Unis au Maroc, qui apportera aussi un regard très important et très fondamental. Alors, sans plus tarder, je pense en fait Sidi Hakim a parlé avec beaucoup de cœur, je l'ai écouté avec beaucoup d'intérêt. Je suis tenté en fait de vous inviter tous déjà, si vous me permettez, à faire une petite introduction. Il y a 2-3 minutes de chacun d'entre nous, juste un petit regard. Avant de rentrer vraiment dans le concret du sujet, juste un petit regard بالنسبة لكم نتوما. Qu'est-ce que la régionalisation avancée peut apporter pour chacune en fait, des industries? Parce qu'il ne reste principalement que les capitaines d'industrie. Et je suis tenté de me tourner vers Sikarim Cheikh, qui est à la tête de l'EGIMAS, un groupement dont on est tous fiers. Et aujourd'hui, on accueille ici la NASA, n'est-ce pas? Donc, qui dit la NASA dit l'industrie aérospatiale de pointe. Et qui dit le GIMAS aussi dit un ensemble d'industries de pointe dont nous devons tous d'être fiers. Si Hakim, pour vous, cette régionalisation avancée, qu'est-ce qu'elle peut apporter? C'est moi. J'ai entendu Hakim, donc je voulais laisser Hakim avancer.
En matière de régionalisation avancée, la loi organique là, de 2015 oblige donc les conseils régionaux à se doter d'un plan de développement régional qu'on appelle le PDR. Donc ce PDR, bon, j'ai appris que c'est qu'une déclinaison de la stratégie nationale au niveau régional. Et au niveau industriel, notamment pour l'aéronautique, je peux vous dire qu'on n'a pas accès du tout à ce plan de développement régional. Donc du coup, les régions qu'on connaît, qui sont les locomotives pour l'aéronautique, comme le Grand Casablanca et Tanger, mais ailleurs dans les autres régions, nous n'avons strictement rien. Rien du tout. La spécificité de l'aéronautique dans tous les pays du monde, vous avez toujours un pôle aéro qui émerge. On a la région de Toulouse en France, on a la région de Seattle aux États-Unis, et puis d'autres. Mais c'est l'écosystème qui veut ça, parce que vous avez à chaque fois une locomotive, donc c'est soit un avionneur ou un gros équipementier qui s'installe quelque part, et il draine avec lui toute une chaîne de fournisseurs. C'est le cas aujourd'hui à Casa, comme ça l'est à Tanger. Donc moi je pense qu'au niveau si on veut avancer sur la partie régionalisation, il faut qu'on ait déjà accès à tous les PDR qui sont développés pour voir quels sont les facteurs clés de succès de telle région ou les blocages qu'il peut y avoir. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'il y a à la fois le foncier et les zones industrielles qui sont indispensables, les locomotives, j'en ai parlé, des fournisseurs de matières premières, des sous-traitants, mais il y a également tout ce qui est formation, les ressources humaines. On ne peut pas mettre des centres de recherche ou des centres de formation partout au Maroc. Donc il va falloir spécifier vraiment les atouts de chaque région. Voilà ce que je peux dire sur la partie régionalisation. Magnifique, merci beaucoup, merci Sidi Karim. Alors, entre en fait justement le secteur de l'aéronautique et celui de l'automobile, qu'on ne peut que féliciter pour la belle dynamique, il y a toujours ce débat qui commence à se lever. Doit-on uniquement encourager les grandes multinationales et les grandes entreprises, d'une part? Quel équilibre avoir par rapport à la PME et à la TPE, surtout qu'on est en train de parler par rapport à la régionalisation avancée. Je suis tenté en fait de donner la parole à Sessoere, avec votre permission, avec cette noble tâche justement de nous éclairer sur ce point. Sessoere, PME, TPE, grande entreprise multinationale, quel équilibre s'il vous plaît? Bonjour messieurs, dames. Je tiens à mon tour à remercier Sahoui pour cette initiative à laquelle franchement je n'y croyais pas. Il m'avait sollicité l'année dernière et j'avais répondu négativement. Bravo, félicitations. Vous avez pu réunir des fédérations qui ne se sont pas réunies ensemble. On aurait souhaité le faire, on a essayé de le faire. Ça n'a jamais été possible. Aujourd'hui, on se retrouve tous ensemble. Nous avons des problèmes communs et il faut qu'on s'assoie une bonne fois pour toutes pour discuter de nos problèmes. Je pense que la future présidence de la CGM va y penser sérieusement. Donc, en ce qui concerne la régionalisation, bon, il y a un constat qui a été fait, c'est que 62% de l'activité économique est concentrée sur 4 régions. Le Casablanca, Stade, 24%, Tanger, 16%, je crois, Rabat, 14%, et Agadir, le reste. Donc, anormal que 4 régions sur 12 concentrent la majorité de l'activité économique. En ce qui concerne la régionalisation, nous avons, au niveau de notre fédération, pensé à décentraliser et on a créé des antennes, une à Tanger, une à Meknes, une à Agadir. Meknes-Fez. Donc, il est tout à fait indispensable à ce que les pouvoirs publics et les régions, bien sûr. Et à l'occasion, je regrette l'absence des présidents de région. Je regrette l'absence de M. Bakoui, parce qu'on aurait souhaité lui poser quelques questions, parce que nous avons des problèmes énormes au niveau du foncier. Nous avons des zones industrielles qui sont prêtes
C'est-à-dire, bon, il va falloir les équiper, il va falloir organiser tout cela. Et on demande aux industriels de participer dans l'aménagement et le montage de ces zones. Donc, nous pensons que il faut absolument généraliser l'industrie dans toutes les régions du Maroc. Nous avons signé une convention devant Sa Majesté à Agadir concernant la réparation et la construction navale. Nous avons dans nos écosystèmes ciblé certains métiers parce que nous distinguons par rapport aux autres industries. C'est que nous sommes et fournisseurs des industries manufacturières et nous sommes sous-traitants. Et nous avons une multitude de métiers. Nous n'avons pas un seul métier. Donc nous avons, avec notre ministère, choisi 4 écosystèmes. L'écosystème réparation et construction navale, écosystème nouvelles industries, bicyclettes et matériel agricole, machinisme agricole. Il y a également la valorisation des métaux, cuivre et aluminium, et il y a le travail des métaux. Donc nous avons dans ces écosystèmes choisi la ville de Tanger pour ce qui est marché des vélos et machinisme agricole, la région de Kenitra pour la valorisation des métaux, bien sûr Agadir pour la réparation et construction navale, et région Casablanca, Setat pour tout ce qui est transformation, sidérurgie et autres. Voilà. Merci. Merci Sessoiré pour votre pertinence, mais également pour votre franchise. Vu en fait que dans votre intervention, au cœur justement des grands défis qui se doivent être relevés, il y a le défi des infrastructures. Il y a qu'à Sessoiré. Je suis tenté en fait de profiter bien sûr de la présence d'un grand expert d'IEL le sujet, à savoir mon cher ami c'est Omar Liazri. C'est Omar, 12 régions du... Allez-y, je vous en prie. À Jorf Lasfa. C'est un modèle, la concentration de tout ce qui est métallurgie, sidérurgie, et c'est une très bonne chose. Sidi Omar, une question pertinente pour une réponse pertinente, comme on a l'accoutumé d'en recevoir de votre part. 12 régions du Maroc, un déficit en termes justement de création de richesses qui se concentre autour de 4 régions, mais il y a eu un investissement de l'État qui quand même a été très équilibré. Comment en fait envisagez-vous en fait le futur de la nouvelle structure justement dont vous venez de prendre la direction générale, et je vous en félicite. Quel rôle les investissements publics en général pour jouer un rôle de levier? Et je rappelle qu'il y a 3 régions de notre pays qui ne disposent pas de sorties portuaires. Donc elles sont automatiquement en fait entérinées en termes de logistique, notamment par rapport à l'international. Merci Sidi Omar. Merci Amine. Tout d'abord, j'aimerais remercier Serhoui pour déjà l'organisation de ces assises et même pour la création du magazine Industrie du Maroc, tout d'abord. Parce que pour un opérateur comme Medz, je ne vous cache pas que d'un point de vue visibilité, communication avec nos interlocuteurs directs, c'est un outil qui répond exactement aux besoins d'opérateurs comme les nôtres. Je vous remercie également pour l'opportunité. Peut-être je vais commencer sur le premier point par rapport à la région. Donc, et vous dire un peu nous, Medz, et de manière plus globale, CDG Développement, comment on intervient au sein de régions. Alors tout d'abord, aujourd'hui, la régionalisation avancée, c'est une refonte profonde de la structure de l'État. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose, une mécanique simple qu'on est en train de mettre en place, mais c'est une refonte profonde et avec des prérogatives complètement différentes par rapport à ce que se faisait avant. Donc aujourd'hui, toutes les prérogatives économiques vont basculer au niveau des régions. Donc l'emploi, l'investissement va être au niveau des régions, et on le voit avec les projets aujourd'hui qui sont en cours sur la réorganisation des CRI, sur la réorganisation des commissions d'investissement, etc., qui vont être régionalisés
pour une partie, et donc qui vont dans ce sens-là. Je pense qu'il y a également la région, c'est également il y a tout un projet, un chantier très important et qui va prendre du temps, c'est celui de la déconcentration, et de la décentralisation. Aujourd'hui, c'est des process lourds, longs, où les prérogatives de l'État central vont être remises au fur et à mesure dans le temps au niveau de chaque région. Donc, pour revenir au niveau de MedZ, pour MedZ, la région a existé depuis le début. Donc, pour une raison très simple, notre métier de base initial, c'est d'abord être un acteur dans le développement territorial. Donc on a affaire aux régions et aux collectivités. On a également, un de nos objectifs, c'est de participer avec différents acteurs, publics et économiques, dans l'équité territoriale. Ce qu'a parlé Sessoere, c'est montrer qu'on a un problème d'équité territoriale par rapport à la distribution de richesses, et donc l'essence même ou l'existence même de MedZ est de participer activement à cette équité territoriale, et je vais expliquer comment ça a été fait. Donc en termes d'intervention, nous on a intervenu sur différents niveaux. On a intervenu en tant que, d'abord sur les plans nationaux, donc le plan émergence, la vision 2010, ensuite l'évolution, le plan d'accélération industrielle, le plan Aliotis, le plan Maroc vert. Et notre objectif avec l'État central était d'avoir des déclinaisons régionales en termes sur la composante qui nous concerne, à savoir le développement de zones d'activité économique, industrielle, offshoring et autres. Donc, et ça s'est fait, et ça s'est fait déjà sur certaines régions de manière réfléchie. Donc, et je vais donner un peu comment l'investissement au niveau de ces régions est fait. Nous, on a par exemple, je vais vous donner l'exemple de l'Oriental. L'Oriental, il y a eu une politique de rupture qui a été volontariste de par l'État pour développer des activités industrielles. Donc, MedZ a investi sur 4 zones industrielles pour accompagner ça, en parallèle aux investissements qui sont réalisés par l'État directement, à savoir l'autoroute qui arrive jusqu'à Oujda, aujourd'hui le port de Nador West Med qui est en train d'être mis en place, et toujours en partenariat avec les régions et également avec les chambres de commerce. Donc à titre d'exemple, nous avons un partenariat capitalistique avec une chambre de commerce sur Nador, avec la chambre de commerce de Nador, de l'Oriental aujourd'hui, de toute la région, et qui nous a permis de développer une zone et de développer un bâtiment ou une composante d'incubation pour la TPE et la toute petite entreprise. Donc ça, c'est des choses qui sont faites. Aujourd'hui, également, avant l'avènement de la régionalisation avancée, nous avons également des structures d'investissement ou des mécanismes de partenariat avec les régions assez diversifiés. Par exemple, sur la région de Souss-Messa, nous avons une joint venture avec la région directement, donc pour créer l'agropole de Souss et pour pouvoir avoir toujours une implication forte des intervenants locaux pour que nos projets répondent aux besoins de la région et aux besoins des acteurs économiques qu'ils connaissent mieux. Aussi, le choix des secteurs par région, il se fait pas de manière, se fait de manière réfléchie. Qu'aujourd'hui, si Nazir a parlé de la zone franche, avant de lancer la zone franche, on est en cours d'étude aujourd'hui pour dire quel type d'industrie doit s'installer. Est-ce que, comme a dit Sessoere, est-ce que c'est les chantiers navals? Est-ce qu'on est bien positionné pour le faire? Quels sont les marchés? Est-ce que, étant donné la situation géographique d'Agadir, est-ce qu'on doit être plutôt orienté vers de l'export, vers le sud, plutôt que vers le nord? Et donc on peut être en complémentarité, même sur des secteurs comme l'automobile, pour certaines pièces, pour certaines choses où le marché au sud existe, au sud du Maroc, d'autant plus que l'État est en train d'investir massivement en infrastructures de connexion vers la Mauritanie et vers l'Afrique de l'Ouest. Donc aujourd'hui, il y a des options
qui sont étudiés, et donc aucun investissement n'est fait sans prendre en compte la compétitivité de chaque région. Donc, et aujourd'hui, pour vous donner quelques exemples de ce qui a été réalisé, si Hakim a parlé de la zone de Kénitra, le jour où on a lancé la zone franche de Kénitra, je pense que c'était en 2012, tout le monde nous pensait qu'on était des fous. N'est-ce pas, Yak? Tous les opérateurs, ou pas loin, ou les irrationnels. Et pour vous donner un peu le mécanisme, donc c'est l'idée, c'est qu'aujourd'hui, les régions sont aussi, ou la diversité des régions et des bassins d'emploi permet également un rééquilibrage sur le volet économique. Aujourd'hui, notre compétitivité sur certains secteurs dépend des coûts de production. Et un des facteurs de coûts de production, c'est les ressources humaines. Et aujourd'hui, ces ressources humaines, on ne peut pas les concentrer exclusivement sur Tanger ou exclusivement sur Casa. Parce que ça impacte à la fois le coût, ça permet ça crée des problèmes sociaux et d'extension au niveau urbain qui posent des problèmes réels par la suite. Donc aujourd'hui, il y a eu cette réflexion de dire où est-ce qu'on peut installer une zone industrielle qui permettrait d'éclore ou de compléter l'offre de Tanger. Donc, ça a été l'approche avec la mise en place, une intégration, comme a dit Sikarim, je parlerai du mythe, mais avec la même approche d'avoir des centres de formation premiers, et la qualification des ressources humaines, une intégration avec les universités et les écoles d'ingénieurs pour qu'on puisse répondre aux besoins des clients. Et donc tout ça a fait que très rapidement, pour vous donner quelques chiffres, Kénitra aujourd'hui, c'est 31 000 personnes qui travaillent en emploi direct en l'espace de 5 ans. Donc c'est quelque chose, c'est une réussite phénoménale, et ça c'est hors impact PSA. C'est-à-dire l'impact PSA va venir qu'à partir de l'année prochaine en termes d'emploi. Donc aujourd'hui, on est sur 31 000 personnes qui travaillent en direct, en emploi direct. Et pour vous donner un peu cette approche régionale, cette zone-là a permis de réduire le taux de chômage sur la ville de Kénitra de 4 à 4,5%. Donc c'est un impact colossal. Et aujourd'hui, les projets que porte Medz ont une composante économique, mais ils ont une composante de désenclavement et de réorganisation de l'espace urbain. Donc on le voit aujourd'hui avec une restructuration de la ville de Sidi Yahya El Gharb, une redynamisation du secteur immobilier au niveau de Kénitra, etc. Et une refonte complète de la connectivité dont vous avez parlé tout à l'heure. Merci Sidi Omar. Si vous me permettez, je récupère justement On peut applaudir Sidi Omar. Je récupère la perche que vous m'avez si bien tendue. J'ai cette impression, et je pense qu'elle est partageable avec le public, à chaque fois qu'on parle justement de grandes infrastructures au Maroc, il y a cet amalgame. On dit toujours que les grands projets ne sont en fait que développés et dédiés qu'aux grandes entreprises et aux grandes multinationales. Mais on se rend compte, et de par vos propos justement, que la PME et la TPE, elle en profitent. Alors, je viens de rentrer en fait d'une mission à Singapour, plus grand port du monde et plus grand aéroport du monde, d'accord, comme on le sait tous. Et tenez-vous bien, ils connaissent très bien notre pays, beaucoup plus qu'on ne peut l'apprécier ou beaucoup plus en fait qu'on ne peut le deviner. Pourquoi? C'est entre autres grâce justement aux grands projets d'infrastructure. La première des choses dont on nous parle, c'est le port de Tanger Med aujourd'hui. C'est très fondamental à retenir. Parce que le rôle des super infrastructures joue un rôle important pour le country branding, mais aussi pour le regional branding. Et tout le monde finit par en bénéficier. Beaucoup de gens aujourd'hui vont dans notre pays un hub logistique, au-delà du hub maritime et aérien qu'il est déjà, grâce justement à ces infrastructures-là, grâce aux zones logistiques franches qui lui sont adossées. C'est très fondamental parce que ce qu'on essaie aussi de bâtir au Maroc, c'est l'industrie, mais notre industrie ne peut que bénéficier favorablement du développement du trading dans notre pays. Alors il y a d'autres éléments, vous avez parlé de l'élément humain qui nous est tout cher. Vous avez parlé aussi d'un autre élément indirectement qui est l'importance de bâtir des élites. Et parmi les défis qui ont été mentionnés justement dans l'affiche en fait, qui avait été proposée aux souverains quant à la régionalisation avancée, il y avait ce défi-là, de mettre en place un système national homogène, mais aussi un système en fait déconcentré, je reprends l'expression, pour bâtir des élites régionales. Et ces élites ne peuvent être que politiques, économiques et sociales. Maintenant, je bénéficie du fait qu'on a
2 grandes dames, le panel. Normalement, en fait, on donne la priorité à ces dames. Mais je me suis tenté, en fait, de me tourner vers Madame Selwa Belkziz, entrepreneur, présidente de la PEBI. Lalla Selwa, avec un défi, si vous me permettez, en fait, des plus majeurs. Aujourd'hui, notre industrie n'a plus, en fait, le choix de dire si elle est internationalisée ou pas. On dit l'IOMA, si on n'a pas en fait justement cette notion d'internationalisation dans nos paramètres stratégiques, on n'en bénéficie pas, on ne fait que la subir. Pour vous, quels sont justement les grands défis dans le cadre de la régionalisation avancée sur lesquels peut se baser justement l'industrie, aussi bien grande, petite, moyenne, pour soulever, pour bénéficier de cette vague de globalisation et d'ouverture de notre pays? Merci, c'est Amine. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je voudrais d'abord rejoindre mes collègues pour remercier Sehaloui et toute son équipe pour l'organisation de cette journée merveilleuse où on a l'occasion de rencontrer donc, pas mal de décideurs dans le secteur de l'industrie. Alors peut-être qu'on peut se demander que je suis intrus dans ce panel, parce qu'on n'est pas vraiment dans l'industrie, mais nous accompagnons l'industrie. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir une industrie sans technologie, une industrie sans digital. Et je suis là en tant que présidente de la PEBI, qui est la Fédération des technologies de l'information, des télécommunications et de l'offshoring, pour insister sur ce point-là, justement, pour pouvoir accompagner les industriels. D'autant plus que le choix du Maroc, c'est un choix d'aller vers des industries technologiques, donc l'aéronautique, l'automobile, etc. Et je pense qu'on est obligé d'accompagner ce secteur si on veut justement qu'il poursuive son développement avec ce qu'on appelle bien sûr l'industrie 4.0, l'intelligence artificielle, le big data, etc. Le ministère de l'Industrie, parce que nous avons le même tutelle, le ministère de l'Industrie et de l'économie numérique, avec qui nous avons élaboré la stratégie Maroc Digital 2020. D'après cette étude, il y a moins de 20% de PME, PMI marocaines qui utilisent le digital pour leur production. Je ne parle pas des adresses mail ou de sites web, mais vraiment dans leur process. Et donc, on doit absolument faire en sorte d'accélérer cette transformation digitale. Et c'est l'ensemble, je dirais, au niveau de l'ensemble du Maroc. Et donc, quand on prend un grand qui arrive comme PSA ou comme Renault, je pense qu'il a des process qui sont digitalisés. Il va exiger de tous les sous-traitants autour de lui d'avoir le même type de process. Et donc d'utiliser ce qu'on appelle le DI comme pour le transfert des données, des informations, etc. C'est un point très important. Le deuxième point, et je reviens à la régionalisation justement, nous avons également signé, au même titre que les autres fédérations, nous avons signé un contrat d'application écosystème offshoring qui permet justement de créer de l'emploi, d'avoir de la valeur ajoutée. Et si on reprend 2005 où le premier parc Casa Nearshore a été lancé par CDG, c'était vraiment une excellente vision du Maroc, puisque ça a permis justement entre 2005 et 2015 de créer 60 000 emplois, mais qui sont restés concentrés entre Casablanca et Rabat, en général, donc entre Casa Nearshore et le Technopolis de Rabat. Ce qui a, à partir de 2015, ont commencé à poser un problème pour les investisseurs eux-mêmes, pour les entreprises. Donc tous les grands sont venus, donc la stratégie, elle était excellente, c'est la stratégie émergence. Les grands, ils sont tous venus, donc Capgemini, CGI, Atos, Frécom, GIFI, etc. Et puis à un moment donné, il y a une concentration au niveau de ce parc de Casa Nearshore où il y a à peu près 30 000 jeunes, et on arrive à un turnover qui a entre 25 et 30%, ce qui est très mauvais pour notre secteur. Et nous avons donc les autres régions qui n'ont pas bénéficié. Alors nous, en tant qu'APEBI, nous avons lancé justement un chantier de régionalisation. Nous avons fait la visite à Agadir, où justement monsieur le représentant de la région a parlé de la signature devant Sa Majesté, plus le technoparc qui a été créé. Nous avons fait une visite à Oujda, où nous avons justement regardé le potentiel de Oujda en fonction par rapport aux ressources humaines. Parce que, justement, nous avons la chance d'avoir une jeunesse qui est connectée, qui est, je dirais, compétente, et nous avons la chance d'avoir des universités dans toutes ces régions. On a regardé dernièrement les statistiques des informaticiens lauréats au niveau du Maroc. Je peux vous dire que les 3 régions, justement, Casastat, Tanger et la région Rabat, ils sortent à peu près autour de 1200 à 1500 lauréats par an.
Mais même les autres régions, dans les universités comme Fès, Meknès, Agadir et tout, ils sont à peu près à 800 lauréats par an. Donc la compétence humaine, elle existe. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on ne va pas dans ces régions, puisque justement, il y a des informaticiens. Alors il y a un manque, et je vais le dire. Il y a quelque chose qui nous manque justement dans notre secteur, parce que nous sommes dans un secteur qui repose sur 2 pieds. Les ressources humaines et les télécoms. Et ce qui nous manque, c'est les télécoms. Les télécoms. Nous sommes connectés à plus de 127%, mais par les mobiles. Nous n'avons pas un haut débit au niveau télécom dans toutes les régions. Et je pense que ça doit être la priorité actuelle. Et je dirais, si j'étais présidente d'une des régions, c'est la première chose que je réclamerais à l'État, c'est justement de faire arriver un haut débit. Nous avons lancé en 2007 la fibre optique au Maroc, mais on est encore très loin par rapport à d'autres pays qui sont autour de la Méditerranée. Et nous avons besoin de ce qu'on appelle un plan haut débit marocain. Et donc, si je voudrais conclure en disant que le Maroc, jusqu'à maintenant, il a beaucoup investi dans les infrastructures routières, aéroports, etc. Il est temps qu'il investisse dans les infrastructures télécom. Et merci. Merci à vous, cher Salwa. Merci pour votre éloquence, pour le contenu, mais aussi pour le respect du temps. Alors, permettez-moi, quand vous avez parlé en fait de la digitalisation, vous nous avez interpellés. Parce que qui dit digitalisation liée à l'industrie, ça nous donne automatiquement des concepts tels que l'industrie 4.0. Et l'un des principes de base de cette industrie 4.0, c'est de passer du smart factory, c'est-à-dire en fait l'usine intelligente en interne, connectée en amont et en aval, et une capacité de créer une valeur contingente. C'est-à-dire le Maroc n'a pas besoin uniquement de transformer des produits qui sont à base de matières premières locales, ou bien ancrés uniquement sur des chaînes internationales, il peut créer des avantages compétitifs. C'est ce qu'on appelle du trading plus. C'est-à-dire c'est du commerce international, mais basé en fait sur une industrialisation. Avant de me tourner vers Karim Tiazi, que je voudrais en fait, avec sa permission, interpeller sur des success stories, je suis tenté en fait de m'adresser à Madame Brenda Van Horn, avec votre permission en anglais. Mrs. Van Horn, you have been actually living in Morocco and working in Morocco for several years. You have achieved successfully actually your mission, strengthening the relations, the commercial relations between the two countries so far. I would like actually to have your view, your point of view as a professional, but also as a commercial diplomat on one very strategic point, if you allow me. Morocco right now is aiming to develop this hub, as logistics hub, as industrialization hub. How would American companies, coming from the first economic nation in the world and the first power so far, how would actually American companies look at Morocco in terms of co-industrialization, in terms actually of distribution hub? Thank you. Thank you and good morning. First of all, I would like to just say congratulations to the Kingdom. Morocco is right now building a platform upon which all future industry can grow, and that is really something to be proud of. Thank you. It's a vision that struck me when I first arrived, that every ministry that I talked to had a goal of moving forward to improve the business climate, and that has not gone unnoticed. During my time here, we have managed a number of trade missions, of trade events. We've taken people back to the United States to show them some of our free trade zones and so on. And I think that what we're seeing is a realization of the opportunities that are available here in Morocco. Really, my office and our mission here exists to create those connections. And so I want to just thank you, first of all, for your continued support in doing just that. We try to put the American businesses with the agencies such as yours that can actually grow industry here. And just in terms of the ecosystems, there was some talk about whether they were benefiting large companies versus small companies. I'm seeing both. I'm seeing a lot of large companies coming in, but we're also seeing the benefits to smaller, both Moroccan and American companies who are partnering to service some of the larger companies. And again, they're doing it on this platform of industrial trade zones.
one final thing, and I know we're watching time, but so one final thing I just wanted to mention is the partnership that the U.S. Embassy has with the Kingdom of Morocco on building these industries. We very soon will be launching new programs through MCC to actually launch, and we do, yes, we actually have MCC here. So their focus will be on revitalizing free trade zones and actually launching, building more within the country. So I applaud them for that, and they can give you more information on their website on that. In addition, they're also working on training young people in technical skills, also in public-private partnerships, so they're meeting the needs of industry. And again, this goes back to building that platform of what industry needs. And then I just wanted to also key in on something that you said about investing in telecom. The future of business it's electronic. It's coming in e-commerce, and in order to compete, Morocco will need to do this, and so I agree on that point. But I also want to say that Morocco has a unique ability to kind of leapfrog technologies and really take the lead in this area. So I look forward to seeing what will happen in that area as well. That's pretty much it. Thank you very much. With your permission, I will be switching to French again. Donc, je remercie Madame Van Horn en fait pour son intervention. Parfois, c'est très important de voir en fait le regard d'un professionnel étranger, d'un diplomate par rapport à notre pays. Nous, Marocains, on a beaucoup de fierté, donc on a toujours envie de voir notre pays au meilleur, mais malheureusement, on ne sait pas toujours valoriser les bonnes choses qu'on fait. Donc, de temps à autre, tout comme il est bon de mettre du doigt en fait les choses qui sont améliorées, il est aussi très bon d'applaudir en fait les choses qui ont été très très bien faites. Et vous vous rendez compte en fait que nos amis étrangers, très souvent, qui deviennent d'ailleurs en fait des amis tout court, en enlevant le mot étranger, voient dans notre pays le hub, le potentiel par rapport en fait à tout un continent, qui est le continent africain et par rapport à la région. On parlait en fait d'industrie américaine, automatiquement on parle de Boeing, donc on parle automatiquement en fait du cluster aéronautique, un cluster qui encore une fois fait notre fierté. C'est Karim Cheikh. Alors, si Hicham, d'abord je m'excuse, je ne t'ai pas remercié avec ton équipe pour l'organisation tout à l'heure, donc merci beaucoup pour la réussite de cet événement. En matière d'aéronautique, ce qu'il faut savoir, l'écosystème Boeing, c'est un écosystème qui devrait faire installer 120 fournisseurs de rang 1 et de rang 2 au Maroc, avec la création de plus de 8700 emplois, donc c'est de la ressource qu'il faut former, et avec un impact économique de plus d'1 milliard de dollars. Donc aujourd'hui, 120 fournisseurs, si on les concentre sur Casablanca ou sur Tanger, on ne va pas y arriver. Donc je pense qu'il y a un schéma à étudier pour pouvoir participer à la régionalisation, mais les investisseurs restent souverains dans leur installation. Nous, on peut les orienter, et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de donner des facteurs d'attractivité des zones. Moi, aujourd'hui, vous me demandez si on peut installer des fournisseurs de l'aéronautique à Oujda, je n'en sais rien. Si on peut les mettre à Fès, on ne sait pas, parce qu'on n'a pas notamment les plans de développement régionaux, et quels sont les facteurs d'attractivité. Donc ça, c'est pour l'écosystème Boeing. Pour les autres écosystèmes et la formation des ressources, à l'heure où je vous parle, vous savez, on a une équipe de l'Institut de formation des techniciens de l'aéronautique qui sont à Lyon pour pouvoir recruter des techniciens qui viendront en formation à Casablanca pour travailler à Casablanca. Pourquoi ne pas voir s'il n'y a pas un moyen d'installer quelques PME, PMI dans cette zone-là, quitte à former les gens à partir de Casa et qui reviennent travailler dans les régions d'origine. On parle de 12 régions. Ça, je vais faire un clin d'œil à Sherkaoui. Il y a une 13e région qui est les Marocains du monde, qui a été créée l'année dernière. C'est des Marocains qui sont un peu partout dans le monde et qu'on attire pour investir au Maroc. Et là, automatiquement, ils vont participer au développement industriel de leur région d'origine. Parce que quand on revient dans sa région. Donc ça, c'est important. Pour revenir à l'aéronautique, j'appelle de mes voeux à ce que, quand on reçoit des industriels et des investisseurs, qu'on ait un tableau de bord de nos régions en disant
voilà ce qui existe à Casa, voilà ce qui existe à Tanger, voilà ce que vous pouvez faire à Oujda, voilà ce que vous pouvez faire à Meknès, etc. Qu'on soit outillé. Aujourd'hui, on ne le sommes pas. Les gens, ils viennent, technopole de Noisr, la zone franche de Mid-Park pour l'export, la zone franche de Tanger. Sortons de là, on n'est pas outillé du tout. Je vous remercie, Sidi Karim Cheikh. Cette notion de créativité, je pense qu'elle est encore à travailler par rapport aux régions. Il y a des industries qui sont historiques, qui ont été implantées dans certaines régions, basées sur des ressources locales ou sur un savoir-faire particulier. Il y a eu d'autres industries qui se sont développées grâce à des investissements majeurs, ce qu'on a appelé la logique en fait des clusters. C'est une entreprise locomotive ou là un ensemble d'autres entreprises locomotives, les qui gèrent le sillage des grandes entreprises, des PME et TPE. Les deux initiatives sont louables. Mais aujourd'hui, avec l'ambition qu'a le Royaume du Maroc, on se doit de faire preuve de plus de créativité. C'est pour ça que ça ne peut que nous faire plaisir quand on entend parler justement de l'industrie, par exemple, des chantiers navaux, qui peut être implanté aussi bien dans la région du Souss, la région en fait, de Dakhlaf, la région de Nador. Et Lèche, c'est intéressant, parce que ça répond à un besoin réel du continent africain, sur logique de in et de out. Le plus grand cimetière au monde, les bateaux, les avions, c'est l'Afrique de l'Ouest. Ça veut dire quoi? C'est une proximité de la ferraille. C'est une proximité aussi d'un élément majeur, la matière première pour tout ce qui est industrie, le métal. On importe, on transforme, on crée des bateaux qui sont adaptés aux besoins africains. Tous les pays en fait, africains, ou presque, importent les bateaux d'Yalom. Aussi bien les bateaux de pêche, les chalutiers, que les bateaux de transport fluviaux, que les bateaux aussi, en fait, mais les bateaux de transport de fret. Et très souvent, c'est des bateaux qui ne répondent même pas aux besoins locaux. Ils sont sur le point d'être révoqués, ça allait en fait la durée d'Yalom, etc. C'est une industrie qui est innovatrice et qui pourrait correspondre en fait à la création d'un emploi contingent. On parle de la région d'El Nador. Qui dit Nador, on connaît tous en fait la géographie de la région. C'est la disponibilité d'un hinterland industriel qui est très important. Donc la capacité de développer une industrie qui est lourde. Elle est des opportunités mondiales. Importer une matière première, la transformer et l'exporter. Je parlais tout à l'heure de Singapour, on peut parler d'autres pays dans le monde qui ont réussi en transformant leur faiblesse en force. J'importe une matière première, nous sommes dans un carrefour stratégique, il y a tout ce qui est hydrocarbures. Et qui dit hydrocarbures, il a nécessité de transformer ces hydrocarbures aussi. Et qui dit la transformation des hydrocarbures, dit automatiquement industrie chimique qui pourrait en bénéficier. Et tellement fait de pistes de créativité qu'on se doit d'avoir. La faiblesse de certaines régions n'est qu'une force potentielle. Et c'est comme ça aussi, avec ambition, qu'on se doit d'appréhender la chose. Alors, je suis tenté, avec votre permission, Sidi Hicham, de me tourner vers Karim Tiazi pour une double question. L'Oulania, est-ce que c'est possible, vous qui êtes président de la fédération en fait, de textile, une fédération qui est contingente et qui partage justement certains clients en commun avec les deux fédérations de l'automobile et de l'aéronautique, est-ce que c'est possible de nous donner des success stories régionales avant d'entamer par ce que vous attendez en tant qu'industrie de cette régionalisation avancée? Merci. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Comme mes amis, je voudrais évidemment féliciter Sidi Hicham pour cette initiative qui nous réunit tous. Ce que je voudrais dire, c'est que pour qu'il y ait success story et pour qu'il y ait success story régional, il faut un ensemble de facteurs. Il faut, on l'a dit, enfin je vais faire que recompiler ce qui a été brillamment dit par mes amis, il faut du capital humain, il faut des infrastructures régionales, parfois un mindset, un état d'esprit. Il y a des villes qui sont plus naturellement tournées vers le tourisme, vers le balnéaire, d'autres plus vers l'industrie ou l'agroalimentaire. Donc c'est un ensemble de facteurs qui fait qu'un acteur peut s'installer. Et souvent un acteur seul, quand il s'installe, greenfield, a peu de chances de réussir. Il faut, pour que ça marche, l'émergence d'un ensemble d'acteurs. L'écosystème, c'est quoi? En fait, c'est un ensemble d'acteurs, une masse critique d'acteurs amont, aval, qui travaillent ensemble pour créer une offre compétitive. Comment on fait pour faire monter tout ça en charge? C'est la vraie question que s'est posée d'ailleurs le PAI, à laquelle il essaie de répondre, mais qu'il faut que les régions et tout le reste, nous tous, essayons de compléter. Comment on fait qu'une région où il n'y a pas d'industrie textile démarre l'industrie textile? Eh bien, là, la recette est commune. Il faut un agrégateur, un grand agrégateur, un acteur industriel. Alors, il y a des secteurs où c'est plus évident. Vous avez le phosphate. Il y a un grand agrégateur qui s'appelle l'OCP, un grand agrégateur national, et autour de lui, c'est formidable écosystème qu'il a développé. Vous avez l'automobile ou l'aéronautique. Dans l'automobile, vous avez un agrégateur
industriel, en réalité Renault Industrie, c'est une partie de Renault. Il y a la partie distribution et la partie industrie. Mais tous les secteurs ne se ressemblent pas, même si la recette est la même. Dans le textile, il n'y a pas d'acteur qui soit à la fois industriel et retailer. Donc, les pays qui ont réussi ont développé chez eux ces grands acteurs industriels, ces grands agrégateurs qui, eux, peuvent soutenir toute la montée en charge d'un écosystème, de cette masse critique d'acteurs amont-aval. Donc si nous voulons réussir dans l'industrie régionale, il faut travailler peut-être avec les régions sur des avantages compétitifs forts donnés à cette locomotive qui peut, elle, permettre de créer un écosystème à partir d'une locomotive forte, d'un agrégateur très fort. Je voudrais une spécificité sur le secteur textile. Juste une petite question. On dit souvent en fait que l'industrie du textile, les années 90 notamment, était une industrie de push, c'est-à-dire qu'elle était ancrée par rapport à de grands donneurs d'ordre mondiaux, et que cette stratégie, à un certain moment, elle a donné les résultats, bon an, mal an, en fait, les qu'on connaît. Aujourd'hui, elle est en train de développer des brands marocains, d'accord? Et c'est une stratégie qui est en train de réussir. Alors, selon vous, branding, entreprise ou branding région, quelle synergie entre les deux en termes d'industrie? Alors juste un dernier point, et votre question est très pertinente, mais un dernier point avant d'aborder votre question. L'avantage de l'industrie, toutes les industries sont plus ou moins faciles à déplacer. Le textile a souvent été le laboratoire de la mondialisation. C'est un secteur facile à déplacer parce que les formations se font en quelques semaines. Pour 1 million de dirhams investis, vous pouvez employer 25 personnes contre 2 ou 3 dans les autres industries. Donc il y a un ensemble de facteurs qui permettent une mobilité. Maintenant, encore une fois, c'est sous réserve de tout ce qu'on a dit. Alors, quand on parle des marques, c'est quelque chose de très complexe. J'ai aucune compétence en marque régionale, mais un peu d'expérience en marque textile. Et je voudrais dire dessus que la marque, c'est l'aboutissement d'un ensemble de choses. C'est très complexe. Une marque, ça n'est pas juste une association de produits. Vous vendez finalement beaucoup plus que ça. Vous vendez un art de vivre. Quand les clients rentrent dans un magasin, c'est un art de vivre. Et ça demande un ensemble de compétences que le Maroc est un des rares pays probablement à avoir développé, en tout cas dans le secteur textile. Nous sommes un des seuls pays à avoir fait émerger 4 ou 5 marques. Mais une marque, c'est très fragile. Une marque ne peut pas longtemps résister face à l'importation déloyale. Le secteur textile peut se développer, bien sûr, par ses marques, mais il se développera quand il il se développera encore plus quand il poussera à l'émergence de ces grands agrégateurs qui, eux, vont servir d'interface entre les producteurs nationaux et l'export, quand il protégera mieux son marché de l'importation et de toute forme de concurrence déloyale. Et je crois que ça, c'est un travail que les régions doivent soutenir, que tout le monde, qui n'est pas la seule, je dirais, qui ne doit pas être sous la seule responsabilité du ministère de tutelle, c'est l'ensemble des partenaires que nous sommes qui devons porter cette mission. Merci Sidi Karim. Donc si je veux faire la récap, donc qui est le volet immatériel, aussi bien au travers la formation, l'élément humain qui est au centre de toute stratégie de développement et bien sûr avec un impact important sur tout ce qui est industrialisation. Il y a l'élément branding, aussi bien en fait le country branding, le regional branding que les marques en termes d'industrie, parce que nous parlons d'industrie aujourd'hui. Il y a le volet commercialisation qui se doit encore une fois en fait d'être traité pour promouvoir cette industrie nationale. Le volet infrastructure logistique, c'est Omar en parlait tout à l'heure. Maintenant, il y a aussi le volet financier, même s'il n'a pas encore été soulevé lors du panel, et quel impact régional justement en termes de financement. Maintenant, je suis tenu en fait de me tourner vers Si Hicham Boudra, directeur général de l'AMDE par intérim. Si Hicham, il y a moins d'un mois, il y a eu la présentation du projet de réforme validé auprès de Sa Majesté en fait le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Il y a eu la création justement, entre autres, parmi en fait les éléments, il y a eu la création d'une commission unique de l'investissement à l'échelle de chaque région. D'accord ? Maintenant, j'ai envie que je m'adresse aux professionnels en vous,
de la promotion et le développement, quel apport justement cette nouvelle réforme est là par rapport à l'industrie de la région. Et si c'est possible de nous faire en fait un focus sur la PME et la TPE. Merci. Merci. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier Si Hicham. On s'est vu il y a quelques semaines, je ne le connaissais pas. Donc, il s'est présenté avec un projet. Il a fait un excellent boulot de commercial. Il m'a convaincu. Mais je suis resté avec un petit point d'interrogation en disant c'est un jeune ambitieux et donc probablement il n'est pas à la hauteur de ce qu'il avance. Je suis aujourd'hui agréablement surpris. Je suis convaincu à 95%. Il reste 5% pour la journée et je pense qu'on dépassera l'objectif. Pour répondre un petit peu à la question, je voudrais d'abord mettre en avant un peu le rôle de l'agence. Aujourd'hui, l'agence, elle s'occupe des investissements, des exportations combinées, c'est important, et aussi l'accompagnement des investisseurs marocains vers l'étranger. Ça, c'est une nouvelle dimension qui a été rajoutée à l'agence comparée à ce qu'on avait avant au niveau de Maroc Export, Amdi et OFEC, donc après la fusion. Donc notre rôle, c'est de vendre le Maroc. Aujourd'hui, forcément, par défaut, quand on vend le Maroc, on s'appuie sur les atouts que tout le monde connaît. Donc c'est Tanger Med, c'est les régions phares, on n'a pas le choix. Et on nous reproche souvent ce point-là en nous disant vous ne faites pas la promotion des autres régions. Et donc on a essayé il y a depuis 2 ans, on essaie de se rapprocher un petit peu des régions et on essaie un petit peu d'avancer vers le côté ramener des investisseurs et tout. Mais à chaque fois on démontre que ces investisseurs sont présents mais il n'y a rien à leur offrir. On est parti à la région de Gulmim, Tantan, avec des investisseurs chinois et autres, des fonds d'investissement, et on se retrouve avec un accueil magnifique, mais pas de concret. Donc des opportunités, des idées, mais pas de concret. Donc ça, c'est primordial. Le rôle des régions aujourd'hui, probablement, c'est aussi de mettre en avant leurs atouts sans sortir de ce qu'ils peuvent faire. On ne peut pas ramener la mer à Meknès, par exemple, pour dire qu'on pourrait construire pour là-bas et mettre en place un constructeur automobile. Ce n'est pas réaliste. Donc il faut que chaque région mette en avant ses atouts. Maintenant, si on revient à cette question de commission régionale, je pense que c'est un pas énorme vers ce besoin-là de développement d'offres régionales. Donc il faut qu'il y ait une certaine autonomie au niveau des régions. Pas seulement au niveau de la conception de l'offre, mais aussi de la promotion. Parce que ça nous fait aussi, vous pouvez dire que ça nous fait concurrence parce que nous, on est à l'échelle nationale et si demain tout le monde s'amuse à faire sa promotion, ça pourrait créer une concurrence. Bien au contraire. Donc, on pourrait travailler main dans la main. Nous, on a développé une certaine compétence à travers des années et aujourd'hui, c'est le rôle de l'agence aussi de transmettre cette compétence-là au niveau des régions. On a commencé des collaborations fructueuses avec des CRI, ici Nazi peut en témoigner, on a fait des opérations à l'étranger où le CRI vient avec des projets. Et quand on les présente à une cible, nous, notre rôle, c'est de ramener la cible. Et donc, quand il y a une interaction, il y a des questions qui vont jusqu'au niveau terrain. Combien on pourrait acheter, quelle est la procédure, qui contacter. Et il y a une concurrence qui se met en place. Le CRI d'Agadir contre celui de Meknès-Fès, parce que chacun veut mettre en avant une concurrence saine. Donc, c'est ces dynamiques-là qu'il faut encourager. Maintenant, une idée qu'on pourrait mettre en avant pour arriver à cet objectif-là, imaginez une seconde, si on revient aux outils pédagogiques simples, on met en place un tableau avec sur un axe les régions et sur l'autre axe les écosystèmes. Je parle bien d'écosystèmes, donc textile, aéronautique, ainsi de suite. Et on met des croix en croisant à chaque fois ces axes-là et en rajoutant en bas aussi dans la continuité des écosystèmes les métiers, les nouvelles technologies, les infrastructures, ainsi de suite. Donc on va se retrouver avec des cases qui sont hyper remplies, complexes. Tanger par exemple, Casablanca, on trouvera tous les écosystèmes avec toute la logistique autour, les connexions et tout. Et on va trouver des régions qui sont vides et probablement c'est à cause de moyens de connexion, comme a dit Mme Belkziz et autres.
qu'on pourra pas développer tout de suite ces offres-là. Donc si on imagine le croisement là dans cette matrice, ça pourrait simplifier un petit peu le paysage d'une façon assez globale et permettre aux régions de voir un peu ce qu'ils peuvent mettre en avant. Une dernière success story qui n'est pas dans la logique des choses, par exemple l'automobile, on ne pouvait pas imaginer il y a quelques années d'avoir des opérateurs dans la région de Meknès. Je parle sous le contrôle de Moum qui est parti. Donc, par exemple, Sumitomo aujourd'hui, ils sont implantés au niveau de Meknès et ils sont hyper contents. Ils ont commencé à Kenitra, mais c'est eux-mêmes, en apprenant à apprendre le Maroc, qu'ils ont pu aller vers ces opportunités-là et aller vers une région qui n'est pas à vocation automobile. Ils ont trouvé les ressources qu'il faut, ils ont trouvé un terrain à un prix pas cher et un service de la part des autorités, du CRI, du Wali et tout, qui est exceptionnel. Donc ça, c'est un retour qu'on a eu de la part d'un opérateur. Et donc à partir du moment où on a les ingrédients, il n'y a plus de barrières. Voilà. Merci Sidi Hicham pour cette belle réponse des plus structurées. Il nous reste 4 minutes exactement avant de clore. Une petite question avec la permission de le panel avant de faire la clôture. Quand on parle d'industrie, il y a une problématique en fait majeure, c'est celle de la capitalisation en tant que soi. Il faut dire les choses comme elles sont. Les pays qui sont devenus de grands pays industriels le sont devenus parce qu'ils ont eu un excédent de capitaux à un moment bien déterminé. Et aujourd'hui, s'ils le sont restés, c'est parce qu'il y avait justement la création de ces grandes structures, mais aussi la proximité par rapport à de grands marchés financiers. Et je ne peux en fait clore justement ce panel, avec votre permission, sans poser cette question. Quid de la capitalisation des industries marocaines en termes de régionalisation avancée? Et la parole est libre. C'est Karim. Il se trouve qu'à la MIT, on est en train de travailler sur une étude sur le financement de l'industrie actuellement, et on constate qu'il y a véritablement un ensemble d'outils extraordinaires, extrêmement larges pour financer la TPE, la PME, et en dehors des outils connus du PAI textile. Il y a un ensemble d'agences, il y a un ensemble, j'ai en face de moi mon ami ici, Hicham, de la Caisse centrale de garantie, il y a un ensemble de dispositifs absolument extraordinaires qui permettent de financer la TPE, la PME, mais c'est un cumul. Depuis les garanties, en passant par de l'equity, parfois par les pouvoirs publics, mais aussi les fonds. Et donc, il y a un ensemble de dispositifs. Le problème, c'est de mieux les faire connaître, peut-être de les mettre en cohérence, de les rationaliser. Je pense aussi à mes amis de Maroc PME qui vont être là. Donc, il y a, je disais, des dispositifs de financement de garantie à travers la Caisse centrale de garantie, mais des dispositifs d'accompagnement à travers Maroc PME. Il y a tout un ensemble de dispositifs. La TPE, la PME industrielle a vraiment énormément de leviers. Par contre, ce qui manque peut-être, c'est les premiers signes, c'est effectivement l'industrie a une forte cyclicité. L'industrie a besoin de maturité beaucoup plus longue. Pour gérer ça. L'industrie peut être sujette, et on l'a vu, même Peugeot, qui est en train d'investir et de se développer, il y a quelques années était en difficulté. L'industrie donc peut être sujette à des phases difficiles. Donc ce qui nous manque, c'est des fonds pour le scale-up, pour que nos acteurs, qui ont été créés souvent à ton initiative, si Hicham, et accompagnés par Maroc PME, qui ont atteint une certaine taille, leur permettent de devenir des grands acteurs. Il manque des financements de rupture, des financements de scale-up pour accompagner les acteurs. Et puis, je soutiens l'initiative qui a été portée par la Caisse centrale de garantie, celle d'un fonds de restructuration qu'il faut maintenir, continuer, parce que l'industrie en a un besoin vital. Chacun, s'il vous plaît. C'est Souhairé. C'est-à-dire, remercier toutes les administrations qui essayent de travailler pour le développement de l'industrie. L'industrie a besoin de soutien. L'industrie a été boudée pendant des années. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience que sans l'industrie, il n'y a pas de développement. Donc je remercie Sarini pour le soutien qu'il apporte
et tous les efforts qu'il accomplit. Ça, ce n'est pas parce que vous êtes présent à Sarini, mais c'est un témoignage de tout le monde. Et je remercie également Hicham Bouda, et on lui souhaite pleine réussite dans sa fonction. Donc, il y a Maroc PME également. Donc, il y a une prise de conscience que l'industrie doit être soutenue, et on a besoin de soutien, et de votre côté, et de la part des partenaires financiers qui sont les banques. Et sans leur soutien également, on ne pourra pas avancer. Et tout ce qu'a dit Sitazi est à sa place. Merci. Moi, j'ai juste une remarque, parce que la décentralisation en région, c'est excellent. Il faut juste qu'on fasse attention à ne pas opposer des régions par rapport à d'autres. Il faut que le développement se fasse en déclinaison nationale et qu'on ait le réflexe, nous, industriels, de ne pas penser, parce que ce qu'on maîtrise, on a la facilité d'y aller. Le Grand Casablanca, on connaît le tissu, etc. Donc on a tendance à aller vers la facilité. Donc osons nous ouvrir à d'autres régions qui sont moins connues. C'est pour le bien de nos jeunes, parce que décentraliser, amener de la ressource d'une région vers le Grand Casablanca, ça crée une saturation et des soucis des soucis socio-économiques. Donc réfléchissons un peu large au niveau de notre royaume. Madame Belkziz. Moi, je dirais tout simplement qu'il faut lancer un plan d'accélération régionale. Il faut accélérer la mise en œuvre des régions. Nous avons des pays à côté comme la Tunisie, comme l'Espagne et autres, qui se sont développés grâce à la régionalisation. Et donc, la régionalisation doit être au cœur du nouveau modèle économique auquel a appelé Sa Majesté. Merci. Peut-être un dernier petit point sur les PME. Elles ne sont pas négligées, mais il faut comprendre qu'il faut passer par les grands. C'est toujours les grands arbres qui apportent un écosystème. Logique de locomotive. Complet de locomotive. Donc, il faut juste un petit peu de patience et se préparer sur tous les points. Deuxième petit clin d'œil pour Hicham, c'est qu'on a aujourd'hui un super panel qui pourrait répondre à un autre sujet, probablement pour l'avenir. C'est le transverse au niveau des écosystèmes. On a un aménageur écosystème moyen, un opérateur économique important avec un accord de libre-échange, une région. Donc, tous les ingrédients pour parler un petit peu comment on pourrait interagir entre nous pour créer vraiment de la valeur, que ce soit régionale ou au niveau national. Donc automatiquement, vous avez parlé de l'aménageur, c'est Omar. Donc je remercie encore une fois Industrie du Maroc, mais je le remercie surtout de mettre en avant des patrons d'industrie qui investissent tout le temps et qui ont investi et qui ont aujourd'hui des fleurons. Ils sont tous assez modestes, mais pour les marques, je pense que la principale marque de textile a été développée par un groupe marocain et qui a aujourd'hui pignon sur rue et présente partout au Maroc. La même chose dans la métallurgie, je pense que c'est Soel également depuis. Donc je pense qu'il faudrait également penser à mettre en avant les success stories marocaines. Les industriels marocains qui investissent leur capital ici et qui le mettent, pas que ça soit en contradiction avec les multinationales qui sont, une fois qu'ils s'installent au Maroc, sont des entreprises marocaines également. Donc, mais je pense que c'est important de rappeler les success stories de nos industriels. Je voudrais peut-être relativiser quelques éléments aujourd'hui par rapport à l'implantation d'industriels dans la région. D'abord je pense qu'il y a certaines régions qui ont commencé à prendre conscience de l'importance de donner, comme l'a précisé Sitiazi, des incentives supplémentaires permettant l'implantation. Donc je donne à titre d'exemple 2 régions, que ce soit la région de Fès ou la région de l'Oriental, qui ont mis en place des primes à l'emploi pour le secteur de l'offshoring et pour le secteur industriel. Donc c'est une réalité, c'est opérationnel, et je pense que d'autres régions sont en cours de leur mise en place. Donc, deuxième chose, pour l'attractivité également des régions, je pense qu'au niveau de la loi de finances, il y a un élément qui concerne la subvention des coûts logistiques.
Et aujourd'hui, les fédérations doivent jouer leur rôle pour que le mécanisme de subvention soit opérationnel. Aujourd'hui, ça a été acté la loi de finances. Maintenant, c'est le mécanisme de déboursement qu'il va falloir intégrer et qui permettra aux régions enclavées d'être plus compétitifs. Et je ne vous cache pas que aujourd'hui, quand on voit l'exemple qui a été donné de Sumitomo, qui est, je rappelle, le premier employeur au Maroc, avec, je pense, plus de 20 000 emplois, est présent déjà dans quasiment la plupart des régions du pays. Donc, et c'est des choix, et c'est des gens, c'est des choix réfléchis, hein, qui sont basés. Les gens, quand ils vont s'installer quelque part, les industriels, ils gagnent de l'argent. Ils savent qu'ils vont gagner de l'argent. Ils ne le font pas par altruisme ou par. Et donc, ces choix-là, ça veut dire qu'on a des régions qui sont compétitives, qui ont des ressources humaines qualifiées, qui ont la compétence d'être attractives. Mais il est certain qu'aujourd'hui, comme l'a dit Madame Blorsis, l'accélération du transfert des prérogatives centraux au niveau des régions, il faut que ça aille très vite pour que, en effet, les régions puissent jouer pleinement leur rôle d'arbitre et de promoteur de ces régions-là. Mais personnellement, moi, quand on voit l'évolution de le maillage de nos investissements de par le Maroc, on est présent sur 10 régions sur 12. 11 régions, pardon, sur 12. Et je peux vous assurer que ça soit dans divers secteurs, les gens s'intéressent à tout notre catalogue. Et les sociétés, aujourd'hui, c'est aux régions de mettre en avant des mécanismes qui permettent de niveler de permettre à la compétitivité qu'elle soit comparable où qu'ils s'installent et que les ressources humaines soient le facteur principal de leur choix. Merci. Brenda, je tiens à rappeler un élément très fondamental. La régionalisation avancée ne peut réussir sans le fait de bâtir des élites. Et parmi ces élites, il y a les élites économiques. Et qui dit élite économique dit des femmes et des hommes qui croient en leur pays, qui ont la capacité d'investir dans le long terme. Et l'industriel est avant tout un patriote. Parce que et qu'on investit sur 20 ans, sur 30 ans et plus, on est avant tout un patriote. Et c'est très fondamental d'encourager justement cette culture de l'entrepreneuriat et d'encourager cette culture de la confiance en notre pays. Encore une fois, et il faut apprendre à l'applaudir parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup moins que nous, mais qui ne font que brander leur pays. Il faut apprendre aussi à valoriser notre pays et à valoriser les femmes et les hommes qui travaillent chaque jour pour réussir en fait et pour bâtir le Maroc dont on rêve tous. C'est Khalil et puis Brenda avec votre permission. Merci. Moi j'aimerais joindre ce qu'a dit Sidi Omar. Effectivement au niveau de la région Sousse, Messa, nous avons mis une prime à l'emploi pour le secteur de l'offshoring de 7 000 dirhams par emploi stable. Et j'aimerais revenir sur la question de... J'aimerais revenir sur la question des PME-PMI pour le volet financement. Au niveau de la dispositif de ce que nous avons mis en place pour encourager l'investissement industriel, nous n'avons pas oublié la PME-PMI. Et aujourd'hui, il y a des crédits d'honneur pour les PME-PMI industriels, plafonnés à 250 000 dirhams. Crédit d'honneur, c'est-à-dire zéro intérêt. C'est pour les petites et moyennes entreprises. Une avant-dernière chose, c'est des soirées que l'industrie a besoin d'être soutenue. Moi, j'aimerais lui dire, rassurez-vous, la disposition de ce panel, de ce côté-là, nous vous escortons. De ce côté-là, il y a Sidi Hicham de la MDE qui accompagne au niveau national, nous au niveau régional. Avec toutes les réformes qui se font aujourd'hui, nous serons au rendez-vous, Inch'Allah, pour vous accompagner dans vos investissements. Et je tiens... Avant de terminer, de féliciter Hicham, bravo pour ce que vous faites. Vraiment, Industrie du Maroc est une fenêtre sur l'industrie. Je vous propose, si vous le permettez, de mettre une autre fenêtre sur la région et de faire un supplément sur l'industrie de la région. Et puisque nous avons signé le premier plan d'accélération industrielle au niveau régional, la prochaine fenêtre sera sur le Sousse et je vais l'ouvrir pour vous. N'hésitez pas à nous contacter. Merci. Merci. Alors, on parlait justement de pionniers. On a parmi nous Sibn Brahim qui nous fait le plaisir et l'honneur de nous rejoindre. Je lui demanderai juste en fait de se lever, un mot et sous vos applaudissements parce qu'il a été le pionnier du secteur aéronautique. On l'a fait exprès, Hamid.
Sib Brahim. Je voulais rester discret. C'est raté. Moi, je suis heureux que cette journée se tienne. C'est la deuxième édition. Donc la première est réussie. Ça veut dire que ça répond à un besoin. Moi, je partage une conviction avec un certain nombre parmi vous. La première, c'est que la mère des batailles pour notre pays... Micro, s'il vous plaît. La mère des batailles pour notre pays, c'est l'emploi. Et c'est l'emploi de la jeunesse. Et si nous n'arrivons pas à répondre aux besoins de la jeunesse pour construire leur avenir et pour avoir un emploi, il n'y a pas d'avenir pour le Maroc. Et un pays qui n'est pas capable de donner un avenir à ses enfants, à ses jeunes, c'est un pays qui n'a pas d'avenir. La deuxième conviction, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, il faut qu'on en soit convaincu. Le temps ne s'arrête pas. Il est en transformation rapide. Il y aura malheureusement des industries qui vont perdre. Heureusement qu'il y a d'autres que nous allons attirer, qui vont se développer. Et ma conviction, c'est que en dehors de l'industrie, il n'y a pas de salut pour notre pays au niveau de la création d'emplois. C'est le secteur qui est le plus porteur de chances d'emploi dans les nouveaux métiers, notamment dans le soft, dans le numérique, dans les nouvelles technologies. Et quand on parle des régions, il faut que chacune des régions voit comment elle peut valoriser son capital humain. Et nous avons des gens d'excellence, des jeunes formidables, des jeunes fabuleux. Quand on me dit père de l'aéronautique n'a ni père ni mère. Si l'aéronautique existe, c'est parce qu'il y a aujourd'hui 15 000 jeunes qui la portent. Une fois qu'ils sont formés convenablement, ils arrivent à nous faire honneur et à faire que nous avons des performances supérieures à celles des maisons qui ont investi au Maroc. Donc, la troisième conviction, c'est qu'il faut investir à fond dans la jeunesse, dans son éducation, dans sa formation, réhabiliter l'apprentissage, donner une voie à des jeunes qui n'ont pas eu la chance d'aller dans les universités, par le biais des nouvelles industries, d'atteindre un certain niveau, de construire leur avenir. Et l'industrie peut être un fabuleux tremplin social et un fabuleux booster social. Merci. L'humain au centre, l'humain comme principal intrant et l'humain, la Marocaine et le Marocain comme principal bénéficiaire du modèle de développement. Parce que c'est de cela qu'on est en train de parler. De rebâtir directement un modèle de développement marocain qui soit ambitieux, qui soit réaliste aussi, basé sur les femmes et les hommes et qui serve ces femmes et ces hommes. Alors, last but not least, Mrs. Brenda Van Horn, maybe the closing words. Keep doing what you're doing. It's inspiring to see a country developing its industrial sector as you are, and we want to continue to be a partner in that. So, thank you very much. It means a lot coming from the representative actually of the first economic power in the world. It means really a lot. Je me tourne, maintenant c'est mon tour. Ils ont préféré en fait féliciter au premier, moi je laisse ça pour la fin. On ne peut que féliciter Si Hicham pour la beauté de sa réussite. Il a relevé le défi, il a réussi. Bravo. Et je demanderai à Si Hicham de se joindre à nous sous vos applaudissements là, commissaire. Bravo, c'est Amine, on reste en ligne. Et une petite restitution rapide peut-être par rapport à 3 ou 4 mots-clés excellemment faits. Et bien sûr, pendant un petit quart d'heure, l'audience pour poser éventuellement des questions. Il y en a déjà 1, 2, 3, 4, 5. Superbe. Superbe. Oui, c'est Hicham, pardon. Je veux juste parce que c'est Omar Liazri, il a soulevé un point très très important, la valorisation de nos industriels. Je veux juste dire que le cœur et le moteur de développement de l'industrie du Maroc, c'est mettre en valeur ces industriels. Raison pour laquelle on a créé aujourd'hui IDM Business TV. L'ensemble des émissions ont porté
ils ont été portés autour des industriels, des hommes et des femmes qui ont cru de l'industrie. Et donc, ce sont des émissions pour les valoriser. D'ailleurs, je ne vais pas griller tout de suite la surprise. Vous allez voir vers l'après-midi des émissions sur des gens qui ont réussi dans l'industrie, dans différents domaines industriels. Donc, je vous laisse le soin par la suite de découvrir la chaîne télé avec les émissions, juste pour rejoindre, parce que c'était le souhait de nos industriels, de nos présidents, d'avoir une télé qui leur parle. Et donc là, c'est une réponse pertinente aux besoins de valorisation de nos hommes et de femmes qui croient dans le développement de notre industrie. Je laisse la parole à Cécile. Merci Hicham. Ça veut dire que tout le monde doit venir cet après-midi. Voilà. Alors je passe juste pour vous passer solennellement le bâton. Oui. C'était un réel plaisir et un honneur d'être parmi vous toutes et tous aujourd'hui. Un beau panel. Réellement beau panel, à l'image en fait de ce qu'on a envie de voir dans notre pays, à savoir l'administratif et l'entrepreneur qui travaillent la main dans la main pour le bien commun et d'une manière qui soit structurée et très très claire. Félicitations à tous les panélistes, merci au public. Et bravo Amin Laridi d'avoir... Tu restes avec nous Amin, hein, parce qu'il y a des questions. Et on va demander donc à la première dame un petit peu de poser sa première question en nous explicitant un petit peu le nom, le prénom et la fonction bien sûr. Bonjour, ma question est adressée à M. Tézi. Alors, quels sont les éléments sur lesquels le secteur textile peut capitaliser afin de décoller à nouveau? Merci. Merci. Première, on va essayer de réunir toutes les questions pour qu'on puisse travailler. Il y avait une main ici. Oui, monsieur, mademoiselle, aurez-vous la gentillesse? Merci. Je me présente, Yassir Barada. Je dirige un bureau d'études. Je suis aussi à la tête, au niveau de Casablanca, président de l'association marocaine du Conseil de l'ingénierie, qui est aussi la FMCI Centre. Ma question est juste... adressée au panel ou adressée à une personne précise? Adressée à tout le monde. À tout le monde. Voilà. Je suis en train d'écouter avec une grande impatience le capital humain. On a parlé d'agrégateur, un terme qui m'a semblé être aussi fédérateur de tout ce qui est matière. Et je demanderais aussi de savoir quel est l'agrégateur du capital humain. Et c'est ça ce que j'aimerais bien poser, parce que l'industrie tant souhaitée, c'est le Made in Morocco que nous cherchons. Et le taux où, à quelque part, l'intégration de cette ingénierie que nous sommes aujourd'hui en train de mettre en place, il faudrait aussi lui définir un taux de participation dans nos programmes. Merci beaucoup. Merci, Sebarada. Je vais partir de ce côté et puis revenir au fur et à mesure. Il y avait deux personnes, si c'est la rappel. Micro, mademoiselle. Monsieur, qui est debout. Merci, Lala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. J'aimerais, en cette journée dédiée à l'industrie et aux industriels, appeler l'assistance à la solidarité à l'égard des marques qui font l'objet aujourd'hui de boycott. Ce sont de bons industriels, ce sont des investisseurs à très grande échelle, ce sont des employeurs, ce sont des gens qui promeuvent la qualité, ce sont des gens qui sont pour l'embauche, qui ont cru pendant des décennies à l'économie marocaine, et nous appelons l'ensemble des industriels à leur apporter leur soutien. Merci. Et la question? C'est bon? Merci. Monsieur, et on finit avec David. Voilà les 5 questions prévues pour que nous puissions aborder sans transition le deuxième panel. Merci. Je tiens à mon tour, mais rapidement, féliciter mon ami Hicham Arhaoui que j'ai connu dans une autre vie et il n'était pas du tout, il n'avait pas du tout à l'idée de créer cette belle réussite. Je voudrais dire que cette euphorie de cette réussite de cette matinée ne nous fasse pas oublier 2 points. Le premier, c'est le développement durable. L'industrie, oui, bien sûr, mais bien sûr avec un développement durable et cette composante de développement durable. La deuxième, elle aussi nous a parlé de facteurs humains. Là aussi, on l'a abordé du point de vue de l'emploi, mais quid du bien-être de l'homme qui va travailler dans l'industrie. Merci. Merci, monsieur. S'il vous plaît. Bonjour.
Je me présente, Maître Abdallah Salami, avocat au barreau de Casablanca et chercheur au cycle de doctorat à la faculté de Aïn Chaq. Je tiens à féliciter Hicham pour cette rencontre importante et je lui dis en public, c'est un plaisir d'être toujours ton avocat, Hicham. Ça, c'était la page pub. Bien sûr. Il faut en profiter. Moi, ce qui m'intéresse le plus, était soulevé par Madame Belkziz, c'était la question de la digitalisation. Et moi, je trouve que cette digitalisation nous impose à parler de certains obstacles de l'industrie. Parce que quand on parle de la régionalisation, on parle de l'industrie, il faut un accompagnement de l'arsenal juridique. On ne peut pas parler de protection ou de l'industrie 4.0 sans parler de la protection des investisseurs en premier lieu et de l'investissement des employés, comme a soulevé M. Ben Brahim. Et donc, ça nous impose une nouvelle vision de ce qu'on a comme sorte de loi. Je soulève par exemple la loi 09-08 sur la protection des données personnelles. Vous savez que toute loi qui est entrée en vigueur au sein de ce beau royaume, elle a un but, c'est pour la protection de l'épargne et la protection des investissements. On est étonné aujourd'hui par l'entrée en vigueur du règlement général des données personnelles de l'Union européenne, le 18 mai 2018, qui est entré en vigueur et qui impose une véritable protection des investisseurs, surtout européens, même s'ils sont basés au Maroc, ce qui nous impose une nouvelle question. Est-ce que vraiment cet arsenal juridique, la loi 09-08, est une véritable protection pour l'investisseur? Sachant que s'il y a par exemple une société marocaine ou un Marocain investisseur à l'étranger, ce règlement doit être appliqué par force. Et au niveau des sanctions, si on fait une petite comparaison rapide entre la sanction qu'impose la loi 09-08 et le règlement général sur la protection des données en Europe, on trouve un déphasage total parce que les sanctions dans ce règlement européen peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires réalisé par une société en cas de violation de données personnelles. Alors qu'au Maroc, la loi 09-08 applique des sanctions qui sont modestes et qui, pour moi, incitent des gens à violer les données personnelles. Nous savons très bien qu'il y a des autorités qui ont le droit de toucher ces données personnelles, notamment les plus sensibles. Et donc, face à cette protection, on trouve que des amendes, combien vous pouvez valoriser une donnée personnelle d'un investisseur, surtout quand on parle de données génétiques et des données qui peuvent être assimilées à des gisements comparables en matières premières. Je vous remercie. Merci, maître. Merci. Nous allons passer la dernière parole à la partie adverse. Oui, l'avocat a parlé. David, allez vers l'essentiel. Pas d'histoire, pas de géographie. S'il vous plaît. Bonjour. Merci. Question. David Assayak, citoyen marocain. Alors, question. Je lis ici industrie, investissement, innovation. Très bien. Je suis porteur de cela et je m'étonne sincèrement qu'aujourd'hui, je n'ai pas entendu parler d'agriculture. L'industrie, l'investissement, l'innovation, la base, c'est l'agriculture. Et en plus que c'est la base de tout cela, c'est aussi la base de notre souveraineté alimentaire. Imaginez un peu que nous nous développions industriellement dans le 4 points ce qu'on veut et qu'on doive importer notre nourriture. Alors, Hicham s'est engagé pour 2019 à faire Agriculture Meeting Morocco. Alors, ce que je voulais dire de... Votre question, David, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Merci. Est-ce qu'on peut considérer l'agriculture comme étant une industrie ou bien une agriculture? Si on arrive à faire produire sur 7 mètres carrés, sur 1 mètre carré de terrain, est-ce de l'industrie ou est-ce de l'agriculture? D'accord? Et ce que nous allons produire sur 7 mètres carrés de terrain en hauteur,
sur une surface de 300 mètres carrés, nous aurons la production de 10 hectares. Sur 300 mètres carrés, nous produisons en bio ce qu'on produit en agriculture sur terrain irrigué. Alors, je pose la question et je reviens vers ce que j'ai entendu tout à l'heure. La PME au Maroc, c'est 17 500 000 dirhams de chiffre d'affaires. C'est considéré comme étant une PME. Que voulez-vous faire avec 250 000 dirhams? C'est une honte de dire 250 000 dirhams. C'est une excellente chose. Mais enfin, aujourd'hui, avec 250 000 dirhams, qu'est-ce que vous faites? Un ordinateur, un bureau? Un loyer? Un contrat d'électricité et de téléphone? Qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites rien du tout. Une secrétaire? Vous ne faites rien du tout. Alors, s'il vous plaît, promouvoir la PME, etc., il faut choisir, il faut mettre en place une autre enveloppe. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup. Si tu n'existais pas, David, on t'aurait créé. Je pensais que vous étiez à la technique, vous disiez bonjour. Vous voulez une question, c'est ça? Dernière, je ne peux pas le faire plus, parce que sinon on va déborder sur le timing, s'il vous plaît. Oui, monsieur, moi je pensais qu'il était... Voilà. Oui. Mais véritablement, question. Hein. Question directe. S'il vous plaît, et présentation surtout. Je suis Dr Balman, spécialiste en santé publique, spécialiste en management hospitalier et spécialiste en stratégie hospitalière. Vous allez me dire qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici. Moi, je suis venu pour une seule chose. Quand je lis le première table ronde, l'industrie au service de la région et la région au service de l'industrie, où est l'incubation dans tout ça? Où est l'incubation dans tout ça? On n'en entend pas parler. La région, s'il veut développer son industrie, il passera par l'incubation. L'entreprise, s'il veut qu'il y ait une continuation dans c'est les startups et l'incubation. Merci. Merci, c'est noté, mais nous allons aborder ce deuxième point, enfin le point que vous avez abordé, nous allons le prendre en considération dans le deuxième panel, incubation, recherche, développement et formation. Mesdames, messieurs, on va un petit peu aller. Je pense que Salwa a déjà pris le micro, elle voudrait répondre. Allez. Rapidement, par rapport à deux questions. La première, c'était par monsieur le directeur général de bureau d'études sur le taux d'intégration. Encore une fois, on ne peut améliorer le taux d'intégration, pour moi, au niveau de l'industrie, que s'il y a de l'innovation. Et c'est très important, l'innovation au Maroc, sachant que nous avons justement des startups qui sont compétents. Et je pense qu'il faut commencer, au niveau industriel, il faut commencer à créer des factories, des plateformes avec des startups et apporter de l'innovation pour pouvoir justement améliorer le taux d'intégration dans les différentes industries. La deuxième question qui a été posée par notre l'avocat, vous connaissez très bien cette loi, vous connaissez bien la réglementation. Effectivement, moi j'ai eu le plaisir d'être rapporteur à l'époque, j'étais députée en 2009, donc de cette loi 0908 que je connais très bien. Mais actuellement, il y a un nouveau règlement et effectivement, nous avons pris du retard. Il y a de la sensibilisation au niveau de la PBI. Nous travaillons avec la CNDP. Et il y a une agence de développement digital qui a été créée. Normalement, parmi ses rôles, justement, c'est toute la mise à niveau de la réglementation autour du digital. Et malheureusement, on a pris un peu de retard. La Tunisie l'a déjà adopté il y a 2 semaines. Et ici, on a l'impression qu'on n'est pas concerné, alors que malheureusement, ça risque de mettre en péril pas mal de sociétés qui sous-traitent au niveau de l'offshoring. Donc, c'est vraiment un cri d'alarme pour, encore une fois, accélérer la mise à niveau de cette loi. Voilà. Sitazi, vous avez été interpellé par mademoiselle. Oui, alors juste sur le secteur textile, la question c'était comment on le fait redécoller. Déjà, il décolle pas mal depuis 2 ans, puisque le Maroc fait respectivement la 2e et 3e meilleure croissance mondiale des exportations vers l'Europe. Mais faire redécoller le textile ou pérenniser, je dirais, cette croissance, nous avons une stratégie sur 2 piliers, évidemment le PAI est la base de cette stratégie. La première,
C'est un modèle que nous n'avons pas inventé, qui a permis au Portugal, un pays où les salaires sont 3 fois supérieurs aux nôtres, de continuer à faire une croissance en 2 chiffres. C'est de tout construire autour d'une technopole où vous avez un centre de testing, d'expertise, de recherche et développement, de formation, un incubateur, la fédération, tout ça autour d'une technopole qui permet d'agréger tous les savoir-faire d'excellence autour de tous les acteurs qui sont concernés sur un seul site. Et nous avons signé, nous en tout cas pour le textile, et c'est valable pour toutes les industries, un partenariat avec, avec ce centre d'expertise qui s'appelle le CITEV. L'autre sujet qui reste à accomplir, évidemment, c'est l'environnement, la compétitivité. Il y a un problème, le secteur textile est le premier secteur le plus agressé par la compétition déloyale, qu'elle soit d'acteurs même transparents qui viennent de pays qui pratiquent le dumping ou qu'il s'agisse de contrebande. Mais par ailleurs, j'insiste pour dire que nous avons un ensemble de dispositifs, de mécanismes, de soutien, c'est l'occasion de le dire, et vraiment, j'ai parlé tout à l'heure des financements, mais de soutien à l'attractivité des investissements, à la promotion, à travers mon ami ici, Hichem Boudrah de l'AMDI. Il y a un ensemble de dispositifs au niveau des agences, à tous les niveaux, qui fait qu'il y a tous les éléments. Malheureusement, l'industrie, il faut aligner toutes les étoiles si on veut que ça fonctionne. S'il en manque une ou deux, ça ne fonctionne pas si bien. Voilà. C'est merci. C'est Ilazri. Alors, très rapidement, il y a une question sur la partie développement durable. Donc, par rapport, pour que vous ayez une idée de qu'est-ce qui est fait sur toutes les zones qui sont en train d'être développées partout dans le Maroc. Aujourd'hui, et pas uniquement au niveau de Medz, mais je vais parler de Medz en particulier, c'est 14 zones industrielles, 9 stations d'épuration qui ont été installées, donc qui prennent en compte tous les rejets des industriels futurs. Et c'est ce qu'a mentionné la zone de Jor Phosphore, qui est une zone de catégorie 1, c'est-à-dire théoriquement les industries parmi les plus polluantes. Et toute l'infrastructure qui est mise en place prend en compte en amont de ces projets est pris en compte pour qu'il n'y ait pas d'impact sur l'environnement, que ce soit les citoyens ou l'environnement des parcs où on s'installe. Donc ça, c'est un élément important. 2, je pense qu'aujourd'hui, la refonte de la loi sur les énergies renouvelables, qui a déjà démarré quelques années, et son actualisation aujourd'hui, permet également que les opérateurs industriels diversifient leurs sources d'énergie, vers de l'énergie, on va dire, éolienne et solaire. À titre d'exemple, sur Knetra, nous avons déjà développé une ferme solaire qui représente 15% de la consommation aujourd'hui de l'énergie de la zone, qui est opérationnelle, c'est pas théorique, c'est concret. Donc c'est quelque chose qui est dans l'ADN des parcs d'activités qui sont en train d'être installés. Sur la partie ingénierie, je suis obligé d'en parler parce que déjà, avec plusieurs casquettes, donc CDG développement et un opérateur dans l'ingénierie avec Novec, qui est un des opérateurs dans l'ingénierie, et donc qui a également les mêmes soucis d'intégration par rapport, mais qui le font de manière proactive. Mais parallèlement à ça, je pense qu'il y a une intégration aujourd'hui qui est en train d'être faite avec l'activité ingénierie. On le voit, comme l'a dit Mme Belkziz, sur Kazanir-Shore. Je vous donne un chiffre. Aujourd'hui, dans le parc de Kazanir-Shore, 25% des effectifs qui travaillent sont dans l'activité ingénierie. On ne va pas donner des noms, et c'est des grands noms, des grands opérateurs, des grands donneurs d'ordre qui sont installés en direct. Nous avons sur Technopolis un opérateur industriel qui s'est intégré également sur sa composante ingénierie et conception. Donc c'est un peu ce que disait Sitiazi sur la partie textile. Les gens sont en train de faire la même chose aujourd'hui, avec plus de 200 ingénieurs au démarrage. Et je pense que sur ce volet-là, s'il y a une croissance qui va être phénoménale dans les années à venir, sur les secteurs, que ce soit l'industrie ou l'aéronautique et autres, c'est la composante ingénierie. Nous, on le sent dans nos parcs offshoring, on le voit, c'est quelque chose, on le constate, on discute tous les jours avec des opérateurs industriels qui sont aujourd'hui en train de s'intégrer totalement. Je voudrais juste compléter ce volet ingénierie, déjà pour dire que l'ingénieur marocain, il est excellent.
Aujourd'hui, au niveau de l'aéronautique, il y a un écosystème, bien que l'ingénierie elle est transversale, hein, donc elle est dans l'automobile, elle est dans l'aéronautique, dans tous les secteurs industriels. Activité à forte valeur ajoutée. Au niveau de l'aéronautique, on a un écosystème propre de l'ingénierie. Donc vous avez aujourd'hui des avions qui volent avec des pièces qui ont été conçues, calculées, simulées au Maroc, par des ingénieurs marocains. Un bémol. Le bémol, c'est pour pouvoir garder notre compétitivité en matière d'ingénierie, on a besoin d'ingénieurs, mais on n'a pas besoin que d'ingénieurs. On a besoin de techniciens de l'ingénierie. Donc on est en train de travailler fortement là-dessus pour avoir un vivier de techniciens parce qu'on ne voudrait pas obérer notre compétitivité face à des pays comme l'Inde ou d'autres pays. Donc il y a un vrai travail à faire sur la partie ingénierie. Merci. Merci. Dernière intervention pour pouvoir aborder le deuxième panel. Merci. Moi, j'aimerais juste apporter un éclaircissement par rapport au monsieur qui a qualifié les 250 000 dont moi, je vais relativiser un petit peu. Je vais dire timide. Je vous l'accorde, c'est timide. Mais c'est un début. C'est un début. Le début est toujours souvent timide. Mais c'est une action qui a été faite par une association. Et c'est Hicham la connaît très bien parce qu'il nous a accompagnés, il nous a soutenus. Et ça a démarré quelques années. C'est une association de crédit d'honneur qui a créé jusqu'à présent 4 000 emplois. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Pour les jeunes entrepreneurs qui veulent travailler dans les services liés à l'industrie ou dans des petites industries ou dans l'auto-emploi, on leur dit, lorsque vous demandez un crédit bancaire, on vous demande souvent l'apport personnel. Venez chez nous, on vous donne cet accord personnel. Et avec les 250 000 dirhams, ça peut représenter cet apport personnel de jeunes entrepreneurs. Mais pour l'investissement industriel, il y a également, j'ai dit au départ, le F10 qui va passer en F16, Inch'Allah. Le F10, c'est un fonds de développement industriel de Sousse qui a un capital de 500 millions de dirhams qui contribue dans le développement de l'industrie et de l'entreprise industrielle avec des prises de participation. C'est timide, ça va grandir. Avec votre encouragement, avec votre soutien, nous allons passer, Inch'Allah, à une vitesse supérieure. Voilà. Voilà, en mon nom personnel, au nom de CM Ilaridi et du comité d'organisation de ce deuxième édition de Industrie Day, merci mesdames, merci messieurs de votre implication.